Voltaire nous dit que Louis XIV improvisait des petits poèmes légers, des chansons charmantes, et même quelquefois s'amusait à écrire des parodies sur des airs en vogue. Au sortir de son conseil, il lui arrivait même de temps en temps d'écrire des couplets ironiques, satiriques, sur ses ministres. Je ne sais pas si aujourd'hui, M. Pompidou, le mercredi matin, après son conseil, s'amuse à écrire des couplets sur ses ministres. Il pourrait le faire, il a suffisamment d'humour et de malice, puis c'est pas peut-être l'envie qui lui manque. Et peut-être même a-t-il écrit, sans que nous le sachions, sur l'air de Michel, le célèbre succès des Beatles, une chanson suave et pourquoi pas affectueuse sur Monsieur Michel Debré, enfin je ne parle. Et s'il l'a fait, en tout cas, il n'a fait que suivre le royal exemple de Louis XIV et aussi celui de Louis XIII, car Louis XIII aussi écrivait des chansons satiriques sur ses ministres. Il en écrit une sur le cardinal de Richelieu, un peu désinvolte d'ailleurs. C'était après la mort de Richelieu, tout le monde s'attendait à une oraison funèbre, quelque chose de grave. Au contraire, il a écrit une chanson qui s'intitulait « Il a passé, il a plié bagage ». Mais dites-moi, Guy, est-ce qu'on connaît des chansons de Louis XIV composées sur ses ministres? Eh bien, non. Elles ne nous sont pas parvenues parce que je pense que, discrètement, prudemment, il a dû les détruire. On possède, en revanche, une chanson satirique qu'il a écrite sur lui-même, après avoir congédié un jour son conseil. Et il y avoue, avec beaucoup de franchise, qu'il préfère les plaisirs de la chasse aux affaires de l'État. Il dit exactement ceci. Le conseil à ses yeux a beau se présenter, sitôt qu'il voit sa chienne, il quitte tout pour elle. Rien ne peut l'arrêter quand la chasse l'appelle. C'est pas à mourir de rire, c'est pas, mais c'est franc. Mais on possède peut-être une chanson badine et satirique de Louis XIV. Une chanson badine que je ne pourrais peut-être pas vous dire entièrement parce qu'elle est très badine. Oh, il l'a composée, d'après certains historiens, sur M. d'Argenson, lorsque M. d'Argenson a été nommé lieutenant de police et qu'il a ordonné, par mesure d'économie, que l'on mit les soirs où la lune se levait à 10 heures dans les lanternes publiques seulement de minuscules bouts de chandelle. C'était vraiment des économies de bouts de chandelle. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression. C'était des économies de bouts de chandelle. Et alors sur ce sujet, Louis XIV aurait écrit une chanson dont je ne peux vous dire que le début, le voici. Le bout de Monsieur d'Argenson se raccourcit avec la lune. Et les chansons tendres de Louis XIV? Eh bien, les chansons tendres de Louis XIV, justement, j'allais y arriver, il les a écrites surtout pour Mademoiselle de la Vallière. Il a écrit, entre autres pour elle, une ravissante romance qui s'appelle « Apprenez-moi ce qu'est l'amour ». Il a demandé à son maître de chapelle d'écrire une musique. Cette musique, je l'ai retrouvée. Je l'ai donnée à Jacques Datin, qui l'a débarrassé de différents archaïsmes et qui l'a un peu dépoussiéré, si vous voulez, et tout en conservant la ligne mélodique et en accentuant seulement le rythme, il en a fait une valse. Et un matin, Mademoiselle de la Vallière, avec l'émotion glandouine, a reçu cette chanson et je demandais à Colette de Réal. À Colette de Réal d'être, pour quelques instants, Mademoiselle de la Vallière et de nous permettre d'imaginer la favorite au moment où elle reçut, où elle lut pour la première fois ces couplets par lesquels un roi de France lui disait si bien qu'il l'aimait. Je songe à vous malgré moi-même. Vous me manquez la nuit, je vous cherche le jour. Si ce n'est pas l'accord, mon aime, apprenez-moi ce qu'est l'amour. Je vous nomme sans que j'y pense, je me languis en votre absence. J'aime à causer tous vos désirs et votre rencontre imprévue me cause un infini plaisir.
que je ne sens qu'à votre vue. Je songe à vous malgré moi-même. Vous me manquez la nuit, je vous cherche le jour. Si ce n'est pas là comme on aime, apprenez-moi ce qu'est l'amour. Je tremble en vous voyant pareil, je tremble en recevant vos lèvres. Un mot de vous me fait pâlir. Mon bonheur n'est fait que du vôtre, mais je crois que je vais mourir quand je vous vois sourire à dos. Je songe à vous malgré moi-même. Vous me manquez la nuit, je vous cherche le jour. Si ce n'est pas là comme on aime, apprenez-moi ce qu'est l'amour. Mon cher Guy, Louis XIV devait être forcément très indulgent avec les chansonniers, car c'était en quelque sorte un confrère. Oui, pas du tout, parce qu'il n'aimait pas qu'on se moque de lui. D'autant que les chansonniers l'attaquaient sur un sujet extrêmement déplaisant, sur ses origines. Vous savez que Louis XIII et Anne d'Autriche ont attendu 24 ans pour donner un héritier à la couronne. Et ces pauvres souverains, tous les jours, faisaient des prières au ciel pour avoir un dauphin. Et enfin, le 5 septembre 1638, le futur Louis XIV naquit et tout le royaume se réjouit bruyamment. Mais de mauvaises langues, il y a toujours de mauvaises langues, racontèrent que le cardinal Mazarin, dont on dit que c'était le cardinal Richelieu, mais ça ne change rien à l'affaire, c'était toujours un cardinal, ne s'était pas contenté de faire des prières et qu'il aurait, comment dirais-je, répandu sa semence épiscopale, n'est-ce pas, mettant L'église dans le coup. Non, mais mettant en pratique la devise « Aide-toi, le ciel t'aidera », n'est-ce pas? Et là, on a fait des chansons sur ce sujet extrêmement délicat, n'est-ce pas? Et je vais demander à Robert Roca de nous chanter 2 couplets qui ont beaucoup amusé à l'époque. Son père, le roi des Français, tous les jours faisait des souhaits pour que la reine fût enceinte. Il priait les saints et les saintes, le cardinal priait aussi. Il a beaucoup mieux réussi. Or, écoutez, peuple chrétien, quel est donc le meilleur moyen pour qu'un jour l'univers baptise ce prince fils aîné de l'Église? C'est encore, ne le niez pas, qu'un cardinal soit son papa. C'est précis. Hein? Alors, Louis XIII fut-il le père de Louis XIV? On ne le saura jamais. Mais est-ce qu'il écrivait aussi des chansons, lui? Louis XIII? Oui. Oui. Alors là, on peut être sûr, en tout cas, de la paternité de Louis XIII au sujet de ses chansons. Il écrivait... Il faisait beaucoup de choses, Louis XIII, vous savez. Et il faisait des confitures. À la reine Claude. À la reine Claude. Bien Il y a une entendu. tradition, d'ailleurs, qui se perpétue de nos jours. C'est vrai, c'est vrai. Il faisait des petits objets de cuir, il rasait ses ministres, et puis il adorait. Il bardait la viande, ça. C'est ça. Il adorait faire la cuisine. Oui. Et Talleyrand des Réaux nous rapporte que de temps en temps, on disait à la cour, où est Sa Majesté? Sa Majesté larde. Sa Majesté fait un petit potage. Sa Majesté fait un poulet. Enfin, constamment, il était à la cuisine. Et entre deux petits pâtés ou entre 2 entremets, Sa Majesté écrivait aussi des chansons. Et Louis XIII, lorsqu'il était amoureux, allait se mettre au lit. Avec la dame de ses pensées. Non, avec un luth. Oh. C'était un roi extrêmement pudique, et avec un luth. Et
il était à ce point pudique, et une anecdote que je pourrais vous rapporter en passant. Un jour, il entre dans la chambre de mademoiselle de Hautefort, qu'il aimait beaucoup, et il voit cette demoiselle lire une lettre. Qui vous écrit? Elle, par taquinerie, par jeu, prend le billet et le glisse entre ses seins. Et elle lui dit, si vous voulez savoir, venez le chercher là. Le roi, horrifié, pâlit, il hésite, il recule finalement, et sa pudibonderie lui fait commettre un acte inouï, extravagant. Il va prendre des pincettes dans la cheminée, et il s'en sert pour retirer le billet que cette demoiselle avait mis entre ses seins, pour ne pas toucher les seins de mademoiselle d'Hautefort. Comment étaient-ils les seins de cette personne? Ravissant. Alors ce roi est stupide. Il était stupide. Il était stupide. Enfin, et ça ne l'a pas empêché d'écrire pour mademoiselle de Hautefort une très jolie chanson qui s'intitule Amaryllis. Amaryllis, c'était le nom que Louis XIII donnait à mademoiselle de Hautefort. Et je vais demander à Guy Marchand de bien vouloir se mettre au lit et de nous permettre d'imaginer le roi Louis XIII composant une chanson, paroles et musique pour mademoiselle de Hautefort. Tu crois au beau soleil, qu'à ton éclat rien n'est pareil. En cet aimable temps que tu fais le printemps, mais quoi, tu pâlis auprès d'Amaryllis? Mais quoi, tu pâlis auprès d'Amaryllis? Oh, que le ciel est gai durant ce gentil mois de mai. Les roses vont fleurir, les lys s'épanouissent. Mais que sont les lys auprès d'Amaryllis? Mais que sont les lys auprès d'Amaryllis? De ces nouvelles fleurs, l'aube va ranimer les fleurs. Mais que fait leur beauté à mon cœur attristé, quand des fleurs jolies aux yeux d'Amaryllis, quand des fleurs jolies aux yeux d'Amaryllis. Est-ce que Louis XIII chantait ses chansons publiquement? Non. Non, et c'était préférable. C'était préférable parce qu'il avait une très 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 grande langue. Oui. Ah, mais tellement longue qu'il était obligé de la remettre dans sa bouche avec le doigt lorsqu'il avait fini de parler. Ce qui devait constituer d'ailleurs un spectacle assez ravissant. Mais vraiment très longue. Ah oui, 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 oui. Très 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 longue. Le jour de son sacre, d'ailleurs, les gens pensaient qu'il avait un bonbon dans la bouche, je vais vous dire. Enfin, revenons aux chansons satiriques qui ont été composées sur Louis XIV et sur ses favorites. On a écrit énormément de chansons sur Marie Mancini, sur Mademoiselle de la Vallière, sur Mademoiselle de Fontanges, sur Madame de Montespan, Madame de Maintenon, etc. Mais ce soir, je voudrais vous faire entendre une chanson qui a été composée à la suite d'un incident extrêmement curieux. Une nuit, à Versailles, on a perdu le roi, dans des circonstances tout à fait curieuses. Le roi, à ce moment-là, était l'amant de Madame de Soubise, et personne ne le savait, car il avait réussi à garder cette liaison extrêmement secrète. Or, une nuit, fatigué par des prouesses dignes des anciens, il s'est endormi dans le lit de sa belle amie. Et vers 3h, 3h30 du matin, la reine, chez qui d'habitude il allait finir la nuit, ne le sent pas à côté de lui et s'étonne, s'inquiète, et puis finalement s'alarme et donne l'alerte.
où est le roi? Et au bout d'un moment, toutes les dames d'honneur courent dans les couloirs, c'est l'affolement général, on avait perdu le roi de France. Et la reine, qui connaissait bien le roi, dit « Au nom du ciel, fouillez les lits ». N'est-ce pas? Et ça a été ce mot d'ordre qui a été donné, qui a été suivi, et toute la nuit, on a cherché partout. On a d'abord cherché chez Madame de Montespan, chez qui on espérait le trouver tout de suite, et Madame de Montespan a appris par là même qu'elle était trompée aussi, c'est ça, ce qui n'arrangeait pas les choses. Et puis on est allé chez Henriette d'Angleterre, Madame, on est allé chez les dames d'honneur, on est allé chez la fille du jardinier, enfin partout où il y avait une jeune femme assez jolie. Et on n'a trouvé personne. C'était vraiment l'affolement général. Et à l'aube, le roi parut. Le roi qui s'était absolument douté de rien. La reine lui dit « Est-ce que je peux vous demander d'où vous sortez ?» Le roi dit « Je sors de chez Madame de Soubise. » Or, personne n'avait eu l'idée d'aller chez Madame de Soubise, parce que c'est une dame très prude. Et la reine lui dit « Comment ? Madame de Soubise, cette femme qui reste à 15 pas de vous et qui n'ose pas vous parler ?» Et le roi dit « C'est que nous avons un code. Quand elle me donne un rendez-vous, eh bien, elle met des pendants d'oreilles d'émeraude. Et moi, quand je veux un petit tête-à-tête, je mets mon diamant à mon petit doigt. » La reine est restée éberluée. Tout ça s'est su rapidement, et le lendemain, car les chansonniers travaillaient très vite, le lendemain, une chanson courait les couloirs et les antichambres de Versailles. Et je demandais à Colette Renard de nous chanter cette chanson, Au nom du ciel, fouillez les lits, telle qu'elle a été chantée le lendemain à Versailles. Au nom du ciel, fouillez les lits. On a perdu notre roi Louis. Et la reine se désespère. L'air là, l'air dans l'air. Voilà qu'on soulève les draps de tous les lits, tous les grabats. Dort une femme légère. L'air là, l'air dans l'air. Ouvrant tous les appartements. On réveille la Montespan qui entre dans une colère. Comment le roi n'est pas couché avec la reine à son côté? Je suis cornet sans mystère. L'air là, l'air dans l'air. On court chez les dames d'honneur qui poussent des cris de frayeur et veulent se plaindre au Saint-Père. L'air là, l'air dans l'air. On va jusque dans les greniers, chez les filles des jardiniers, mais sans trouver le roi, ma chère. On s'affole, on tremble de peur. La reine est prise de terreur. Vers le ciel montent des prières. L'air là, l'air dans l'air. Enfin Louis paraît radieux, sortant d'un lit mystérieux que Soubise connaît, j'espère. L'air là, l'air dans l'air. Ne pleurez plus, gens de la cour. Chagrin de nuit s'envole au jour. La France a retrouvé son père. L'air là, l'air dans l'air. L'air là, l'air dans l'air. Je possède une œuvre musicale écrite par un certain Marin Marais pour viole de gambe et clavecin, qui a été composée sur l'opération de la taille. C'est d'ailleurs le titre de l'œuvre, l'opération de la taille. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui dépeint, qui décrit de façon assez réaliste les affres et le soulagement d'un patient qui a une pierre dans la vessie, qui se la fait broyer et retirer. Oh, insensé, mais qui était ce Marin Marais? Eh bien, c'était le fils d'un cordonnier qui est devenu l'ami de Lully et qui est devenu musicien du roi, avec un titre extrêmement savoureux d'ailleurs, car il était musicien ordinaire de la chambre du roi,
pour la viole. Ah oui, Tu vois, c'est amusant. Il a dû travailler souvent. Alors, il a écrit énormément de symphonies, d'opéras, de pièces pour de nombreux instruments. Puis, il s'est marié, il a eu 19 enfants, une pierre dans la vessie, et sur cette pierre, il a donc composé l'œuvre que je vais vous faire entendre. Et je vais demander à Maurice Baquet de bien vouloir nous l'interpréter sur un violoncelle. Il y a une grande différence, Maurice Baquet, entre la violoncelle et la viole de gambe. C'est un violoncelle, là. Un violoncelle et la viole de gambe. Quoi? Oui, Vous avez dit la violoncelle. Vous avez dit la violoncelle. Ah non, mais non, le violoncelle, non, Le violoncelle. je sais depuis très longtemps que le violoncelle est Oui, c'est un mot ça. masculin. Vous l'avez oublié une seconde. Alors, le violoncelle et la viole de gambe, d'abord, ça ne s'écrit pas la même chose, ça ne se prononce pas la même chose. Et alors, ce qu'il y a eu de différence, c'est qu'il n'y avait pas de pique à cette époque-là. La pique date de 100 ans seulement. Alors, on devait installer la viole de gambe sur des coussins. Donc, il fallait venir sûrement avec ses coussins. Donc, Maurice Baquet, vous allez, si vous voulez bien, sauter 3 siècles en arrière et nous interpréter l'opération de la taille avec Jacques Lalu au clavecin. Et nous allons demander à Robert Roca de bien vouloir nous dire les commentaires qui ont été écrits par Marin Marais lui-même, et nous allons reconstituer ainsi l'extraordinaire numéro, car on veut parler d'un numéro, qui a été donné un soir à la cour de Versailles. L'aspect de l'appareil. Frémissement en le voyant. Résolution pour y monter. Parvenu jusqu'en haut. Mon moral descend. On va m'extraire un calcul de la vessie. On m'attache. Entrelacement des soies entre les bras et les jambes. Je suis attaché. Attention. Ici se fait l'incision. Introduction de la tonnette. Ici, on tire la pierre. Ici, on perd quasi la voix. Écoulement du sang. Faiblesse. Ici, l'on vous montre votre caillou. Il est très beau. Ici, l'on vous transporte dans le lit. Docteur, ne jetez pas ma pierre. Huit jours après. Soulagement à la pensée qu'il n'y a plus de pierre dans votre vessie. Descente du lit. Premier pas. Agacement à l'endroit de l'incision. Léger grattement. Joie à la pensée qu'on pourra satisfaire un besoin naturel sans souffrir. Impression de légèreté. Béatitude. Oh, joie! Et Madame de Maintenon a-t-elle composé aussi des chansons? Ah non, 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 non. Même lorsqu'elle était Madame Scarron et l'amie de Ninon de L'Enclos, pourtant. Et en revanche,
les chansonniers ont fait beaucoup de chansons contre elle. Le jour où ils se sont aperçus qu'elle s'occupait un peu trop des affaires de l'État, ils sont absolument déchaînés. Et l'un d'eux a écrit un couplet extrêmement drôle qui amusa toute la cour. Et qui nous amuserait encore, nous, hommes du XXe siècle. Je crois parce qu'il est très bien fait et vous allez pouvoir en juger car je vais demander à Robert Roca de bien vouloir nous le chanter. Au dauphin irrité de voir comme tout va, Louis dit, mon cher fils, que rien ne vous étonne. Nous maintiendrons notre couronne. Le dauphin répondit, sire, maintenons-la. En 1696, quelques beaux esprits de la cour composèrent une chanson pour Noël, une chanson longue de 175 couplets. Oui. Elle préfigurait, si vous voulez, nos revues de fin d'année. On y voyait, elle est là d'ailleurs cette chanson, j'ai la chance d'avoir un manuscrit de l'époque, ce qui me procure le plaisir de vous la montrer. Dans ce livre, elle occupe 58 pages, n'est-ce pas? On ne la chantera pas entièrement. Et on y voit les membres de la cour, les personnages célèbres de la cour, se présenter à la crèche et recevoir par l'un ou l'autre des personnages de la crèche, que ce soit Saint-Joseph, la Sainte Vierge, le bœuf ou l'âne, un mot extrêmement désagréable, un procédé qui permettait ainsi de faire défiler tous les personnages et de les égratigner au passage. Et je vais demander à Robert Roca d'être le chansonnier de cette cour de Louis XIV et de nous chanter, non pas, je vous ai dit, les 175 couplets, mais quelques-uns d'entre eux, et de nous montrer le ton qu'avaient ces Noëls de cour, qui ont été créés donc en 1696 et qui ont été imités par la suite pendant près de 50 ans. Quand les chansonniers avaient une idée à cette époque-là, ils savaient l'exploiter. Ils l'exploitaient. Tout Versailles à la crèche vint adorer Jésus, qui dans la paille fraîche dormait à demi nu. Ah, si vous aviez vu la foule courtisane, chacun pour être bien placé, n'hésitez pas à caresser Joseph le bœuf ou l'âne. On vit entrer chevreuse dedans ces pauvres lieux, altière et glorieuse de ces nobles aïeux. Mais voyant un enfant couché dedans la paille, ah, dit-elle, sortons, tonton, à la cour on dira la la, qu'ici je m'encanaille. L'insipide Corneille bientôt fendit les rangs, là nos grandes oreilles de joie cria Ian. Ah, voici donc celui qui charme tant mes frères, maître accueillez le don, c'est lui qui rend béat la la les ânes du parterre. Le célèbre Racine à son tour arriva, d'une dévote mine, d'abord il s'écria: Seigneur de ces pécheurs, détourne ta colère, de sa dévotion, don, chacun s'émerveilla, la, sauf l'enfant et sa mère. Les cocus de la ville parurent en ces lieux, de Vienne et la vieux ville se distinguaient entre eux. On prétendit nombrer leurs troupes pacifiques, mais pour cela, dit-on, tonton, les gens ne savaient pas, la, assez d'arithmétique. Le grand Louis s'avance avec la main tenue, faisant la révérence, il a dit au couvent: avec la Montespan, j'ai commis une offense, j'ai péché tout de bon, mais avec celle-là, la, je fais ma pénitence. Madame de Maintenon, vers 1690, décida de lutter contre l'impudeur. Et elle demanda, et quelques
grands auteurs, quelques beaux esprits du temps, de l'aider. Ainsi qu'un certain abbé Boileau écrivit un petit livre assez sévère qui porte le titre suave de l'abus des nudités de gorge. Et un autre personnage l'aida dans cette campagne contre l'impudeur. Ce personnage, c'est Fénelon. Et on pourrait croire que Fénelon a écrit un sermon. Pas du tout. Pour aider la reine, il a écrit une chanson. Et une chanson sur un air à la mode. Ce qui est stupéfiant, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, cela ferait jaser. Aujourd'hui, ça ferait jaser. C'est exactement comme si maintenant, le révérend Père Carré, entre deux sermons de carême, n'est-ce pas, écrivait une chanson sur la pilule ou sur la mini-jupe en utilisant l'air de Crack-Boom U ou les hôtesses de l'air. C'est exact. On y vient. Exactement ça. Alors, je vais demander à Jacques Martin de bien vouloir passer une soutane et de nous montrer Fénelon, archevêque de Cambrai, chantant sa chanson, La coquetterie. Iris, vous connaîtrez un jour le tort que vous vous faites. Le mépris suit de près l'amour qu'inspirent les coquettes. Cherchez à vous faire estimer plus qu'à vous rendre aimable. Le faux honneur de tout charmer détruit le véritable. Cherchez à vous faire estimer plus qu'à vous rendre aimable. Le faux honneur de tout charmer détruit le véritable. Et Bossuet, est-ce qu'il composait aussi des chansons? Non, lui, il écrivait plutôt des monologues, comme Raymond DeVos, mais moins drôle. Enfin, un peu moins drôle. Enfin, je voudrais, pour terminer, vous faire entendre une chanson sur la galette, puisque nous sommes à quelques jours de l'Épiphanie. Mais à propos, est-ce que les rois se tiraient entre eux? Comment? Enfin, je veux dire, est-ce que les rois tiraient les rois? Ah oui, les rois tiraient... Je n'avais pas bien compris votre question. Oui, les rois tiraient les rois. Je possède d'ailleurs une chanson assez révolutionnaire qui dit les rois vont donc tirer les rois. Le jeu en est fort bon, ma foi. Qu'ils s'entretuent tous ces augustes. Oui, tirez bien et visez juste. Mais j'en possède une autre, plus récente, beaucoup plus récente, qui conte l'histoire lamentable et mélodramatique d'une pauvre femme qui risque sa vie pour acheter une galette des rois à ses enfants. Et je vais demander au frère Jacques, en souvenir de l'Entrecôte, de bien vouloir nous la chanter dans le style 1880. Chanson vécue. Chanson vécue, exactement. Les petits sont blottis là-haut, dans leur humble 6e étage, comme une nichée de moineaux dont on entend le babillage. Mais leur petit cœur innocent ne sait rien de l'horrible drame, car papa est toujours absent et maman pleure, pauvre femme. Ce soir, c'est jour de roi, ce soir, c'est jour de fête, mais les petits chez moi n'auront pas de galette. Pauvre petit, ce soir, c'est jour des rois, mais papa est en grève, et sous notre humble toit, qui tirera la fève? Mais toc-toc qui vient d'entrer là, c'est le père qui sous la trébuche, d'un gros œil vide et sans éclat, il dit: y a plus de vin dans la cruche, du vin il m'en faut, et voilà 40 sous qu'on m'en apporte. La maman dit: Je vais au Bounia. Il chantonne en fermant la porte. Ce soir, c'est jour des rois, ce soir, c'est jour de fête.
avec l'argent des lois, on aura notre galette. Chouette, chouette, chouette. Ce soir, c'est jour des rois, chacun sa part de rêve, la vie pour une fois, les petits auront leur fève. Chez le boulanger du faubourg, elle choisit une galette, elle l'emporte avec amour pour ses petits, la belle fête. Mais dans la nuit, soudainement, un chien surgit, vilaine bête, qui montrant des crocs menaçants, veut lui arracher la galette. Ce soir, c'est jour des rois, ce soir, c'est jour de fête, supplie-t-elle à mi-voix, laisse-moi ma galette. Mais la bête aux abois, soudain perdant la tête, en plein milieu du bras, a mordu la pauvrette. De très longs jours à l'hôpital, de très longs jours elle est restée, mais la science a vaincu le mal, la maman est enfin sauvée. Vers les petits, vite elle court, serrant sur son cœur la galette. Voilà pour vous, mes chers amours, elle ne l'a pas eu, la sale bête. Au soir, c'est jour des rois, les rois de la galette. Pas de jaloux chez moi, ce soir, c'est jour de fête. Mais les enfants sans cœur, méchants comme des guêpes, lui dire c'est la chandeleur, fais-nous plutôt des crêpes. Est-ce que Louis XIII confectionnait sa galette lui-même? Oui. Oui. Ah bon? Oui, oui, bien sûr. Et il y a une anecdote assez drôle d'ailleurs. On raconte qu'un jour d'épiphanie, un bruit courut au Louvre, le roi pétrit. Le roi pétrit, n'est-ce pas? Et mademoiselle de Hautefort, qui depuis longtemps attendait que ce roi pudibond veuille bien lui manquer de respect, aurait soupiré, paraît-il, quand je pense qu'on dit que je suis une bonne pâte.